Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est l'heure de suivre votre émission, le nouveau type de citoyen, votre émission d'éducation citoyenne. Alors aujourd'hui, nous parlons du certificat de coutume et de célibat. Eh bien oui, ça existe, le certificat de célibat, surtout beaucoup ne le savent pas. Mais ça existe, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir cela dans la rubrique Loi de la République et programme de développement. Dans la chronique aujourd'hui, nous parlons du web activisme. Vous aurez tout à l'heure notre chroniqueur Hugues Hector Zogo pour en parler. Et puis Emmanuela Rekpazo nous revient pour nous parler du citoyen et des ventes en ligne. Et puis le vrai amour, ce que c'est, nous en parlerons tout à l'heure. Ben voilà le menu de votre émission, le nouveau type de citoyen de ce soir. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez-nous sur WhatsApp 97 41 42 67. Dans la rubrique Loi de la République et programme de développement, nous parlons du certificat de coutume et de célibat. Qu'est-ce que c'est? Quel est son contenu? Nous vous invitons tout de suite à suivre ce commentaire sur image qui porte la voix de Rodrigue Babagüeto et produit par l'équipe juridique de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Loi de la République et programme de développement. Certificat de coutume et de célibat. Qu'est-ce que le certificat de coutume et de célibat? Le certificat de coutume et de célibat, comme son nom l'indique, est le document administratif officiel réclamé par l'officier d'état civil qui atteste du remplissage des conditions du mariage prévues par la loi nationale d'un prétendant au mariage international, de l'absence d'un lien de mariage préexistant. Quel est le fondement du certificat de coutume et de célibat au Bénin? Le certificat de coutume et de célibat intervient dans un contexte de preuve de la loi applicable à des personnes se présentant à un mariage international. En effet, le mariage international implique un conflit de loi applicable dans différents pays. Concernant le mariage, le Code des personnes et de la famille, en son article 981, a prévu les modalités applicables en matière de conflit de loi ainsi qu'il suit. Les conditions de fond du mariage sont régies par la loi de l'État dont les futurs époux ont en commun la nationalité au moment de la célébration du mariage. Lorsque les futurs époux ont au moment de la célébration des nationalités distinctes, les conditions de fond du mariage sont régies pour chacun des époux par la loi de l'État dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage. Dans quel cas le certificat de coutume et de célibat est-il réclamé? Le certificat de coutume et de célibat est réclamé en cas de mariage entre deux personnes de même nationalité sur le territoire d'un pays étranger et en cas de mariage entre deux personnes de différentes nationalités. En réalité, lorsque le mariage revêt un caractère international, l'officier d'état civil du pays de célébration du mariage ne connaît pas les règles applicables au mariage dans les pays de nationalité des personnes se présentant à lui. Ainsi, le certificat de coutume et de célibat permet à l'officier d'état civil de s'affranchir de cette difficulté car il est délivré par une autorité du pays dont les règles applicables au mariage veulent faire l'objet de vérification. Qui est-ce qui délivre le certificat de coutume et de célibat? Le certificat de coutume et de célibat est délivré par un officier d'état civil du pays de la personne souhaitant se marier à l'étranger. À ce titre, il est également délivré par toute agence diplomatique du pays d'origine se trouvant sur le territoire du pays étranger sur lequel le mariage veut être contracté. Au Bénin, le certificat de coutume et de célibat est délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Pour plus d'informations sur les modalités de délivrance du certificat de coutume et de célibat par l'ANIP, veuillez consulter le site internet www.anip.bj. Un nouveau type de citoyen NTC connaît les textes relatifs au certificat de coutume et de célibat. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'autres précisions, rendez-vous sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj pour avoir d'autres précisions. À présent, nous installons Hugues Hector Zogo qui est déjà là. Vous allez le voir juste après ceci. Nous sommes avec Hugues Hector Zogo. Hugues, bonsoir. Bonsoir, Heureuse.
Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie pour le temps que vous partagez avec moi sur ce plateau. Nous vous remercions également pour le temps que vous partagez avec les téléspectateurs ce soir pour leur parler du web activisme. Alors, c'est quoi le web activisme? Quelle est son origine? Parce que depuis quelque temps, ce n'est pas un thème que, en tout cas, on n'était pas habitué à un tel thème, mais avec le numérique, eh bien oui, il y a même des web activistes qui se croient des journalistes. Hugues, dites-nous tout sur le web activisme. Alors, le web activisme, c'est ce qu'on peut appeler encore le cyberactivisme, qui en réalité est une forme de militantisme. On utilise Internet, on utilise les technologies numériques comme principaux outils de communication afin de pouvoir atteindre une cible bien définie. Et il faut dire que cette pratique a gagné en popularité, tel que vous l'annonciez tout à l'heure, surtout avec l'essor des réseaux sociaux, que ce soit les blogs, que ce soit les canaux d'information numérique. Donc, ça a fait que de plus en plus, cette richesse-là de l'Internet est devenue le quotidien de tout le monde, où on voit de jeunes gens, de jeunes filles se retrouver en train de défendre une cause et facilement on leur colle le titre de web activiste. Et donc avec Facebook, Twitter, Instagram et tout ce que vous connaissez qui est rapport aux réseaux sociaux, ça a pris plus d'ampleur. Donc, le potentiel du web activisme s'est développé davantage, ça s'est augmenté. Et les plateformes, aujourd'hui, permettent assez vite de partager des informations. L'étendue devient assez constante au point où vous vous retrouvez ici et puis vous vivez une sorte d'interaction en tant que web activiste et puis votre cible. Et donc, plusieurs personnes se retrouvent assez vite dans un mouvement. On crée les hashtags dans le but de faire découvrir peut-être un message que l'on porte. C'est peut-être une vision d'une organisation qu'on veut partager avec le reste de l'humanité. Et donc, à travers les réseaux sociaux, on a la possibilité de mener cette forme de militantisme-là. Et pour aller un peu plus loin, on va chercher à comprendre les différentes stratégies que les web activistes utilisent pour la plupart du temps. Celles qui sont les plus courantes, c'est bien évidemment la création et le partage de contenu. Vous voyez plusieurs blogs qui sont animés de plus en plus avec une certaine échéance, bien évidemment, où c'est soit de petites vidéos qui sont réalisées, c'est soit des podcasts qui sont réalisés. Et l'objectif fondamental, c'est de pouvoir atteindre un nombre important de personnes, mais non seulement les atteindre, mais leur apporter une information et les convaincre de sa démarche. Et surtout très rapidement. Exactement. Donc ça fait que en utilisant ces stratégies ou ces méthodes-là, les web activistes sont parvenus à s'imposer d'une manière ou d'une autre sur Internet, ce qui vous a fait dire tout à l'heure d'ailleurs que... Certains se croient journalistes. Voilà. Voilà. Donc, et quand on va un peu plus loin, il ne faut pas voir que le côté positif de la chose. Il y a bien sûr des controverses, parce que ce n'est pas des spécialistes de l'information qui se retrouvent être des web activistes. C'est des gens qui portent certes des messages donnés, mais s'ils ne font pas très attention pour se limiter dans leur champ d'application et en cherchant à aller au-delà, en cherchant à travailler comme des journalistes, ils peuvent assez vite tomber dans ce qu'on appelle la désinformation. Ils peuvent se retrouver face à la polarisation et même il y a cette forme de harcèlement en ligne qui se vit aussi au niveau des web activistes.
pour me résumer donc par rapport à ces controverses-là, je dirais qu'il faut faire très attention quand on est web activiste, parce qu'au niveau de chaque État, il y a quand même une loi qui régit la manière dont on doit pouvoir se comporter. Et comment utiliser également le numérique. Exactement. Donc au Bénin, par exemple, nous avons le code sur le numérique. Et si le web activiste a derrière lui plusieurs sympathisants, plusieurs membres qui apprécient ce qu'il partage à des moments donnés comme message, et s'il se retrouvait plus tard dans la désinformation, dès qu'on cherchera à lui appliquer la sanction de la loi, vous voyez la masse qui, sans doute, ne comprenant pas qu'effectivement ce web activiste-là était en erreur, risque de se lever pour aller contre l'État. Les soulèvements en ligne, on constate ces gens de soulèvements en ligne, effectivement. Exactement. Quand on fouille bien, ce leader, entre griffes, était en erreur. Exactement. Les a conduits en erreur. Donc, ce que nous allons recommander à travers cette chronique aux web activistes, c'est de pouvoir se limiter dans leur champ d'application, de chercher à découvrir les risques liés à leur corporation et de faire très attention. Quand on est web activiste, il faut travailler à faire passer de très bons messages. Inviter par exemple les citoyens un samedi à balayer leur quartier, c'est une très belle forme d'activisme. Vous savez, on est pratiquement à quelques mois des élections générales dans notre pays, le Bénin. Et très vite, on utilise les web activistes au niveau des mouvements politiques, au niveau des partis politiques, pour essayer de faire passer des messages qui ne sont forcément pas des messages d'unité nationale. Donc, on va inviter... je ne vous arrête pas, mais je pense qu'il est temps que tous ceux qui se disent, parce qu'ils ont même des associations, si, il y en a. Tous ceux qui se disent web activistes, qu'ils se retrouvent et qu'ils assainissent un peu le milieu, parce que, bon, ce que nous décrions ici, il y a certains qui sont de vrais web activistes. C'est vrai. Il faut le reconnaître, mais dans le même temps, il y a d'autres qui, bon, franchement. Donc, c'est notre souhait, c'est la recommandation qu'on va faire à l'endroit de ces acteurs-là, que ce soit ceux qui sont déjà dans le mouvement, dans le combat au quotidien, ou ceux qui ont l'intention de se retrouver dans cette forme de militantisme, qu'ils portent à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation et que travailler à la paix puisse rester le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Merci beaucoup, Hugues Hector Zogo. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la chronique qui porte sur le web activisme, un thème quand même assez sensible. Nous allons passer à présent à la rubrique participation citoyenne. Le citoyen et la vente en ligne. Nous avons sur ce plateau Emmanuel Arekbazo, notre spécialiste en participation citoyenne, pour nous donner également des détails sur la vente en ligne et le citoyen de type NTC. Emmanuela, bonsoir. Bonsoir, ma chère Rose. Alors, quel est votre avis sur la situation? La vente en ligne ou l'achat en ligne? C'est les deux. D'accord. Je dirais d'abord ce que c'est que d'acheter en ligne ou de vendre en ligne. Pour acheter ou vendre en ligne, pour faire de la vente en ligne, il y a deux options. La première, c'est que le citoyen et le vendeur fait la promotion de son produit sur les réseaux sociaux, WhatsApp, statut, Facebook, TikTok et autres. Et l'acheteur intéressé discute avec le vendeur pour retenir le prix, les caractéristiques et le mode de livraison du produit. Il paye soit par Flows, Mobile Money ou autre, ou il paye main à main à la livraison. Notons que les lives TikTok et Facebook se sont ajoutés à cette catégorie où vous n'avez pas besoin de parler directement avec la personne. La personne présente totalement son produit, vous dit le prix, vous dit comment vous pouvez récupérer et vous écrivez juste pour dire que vous voulez et vous entrez en possession de votre produit si le promoteur ou le vendeur est honnête et est vraiment en train de vendre les produits qu'il est en train de promouvoir. Dans la deuxième option, tout se passe sur un site web.
Il n'y a pas de contact, d'échange entre le vendeur et l'acheteur. L'acheteur voit ce qui correspond à ses besoins, va mettre dans un panier, paye sur le site internet et le vendeur reçoit l'information et procède à la livraison, tout simplement. Nous pouvons classer le géant de la vente en ligne Amazon dans cette catégorie. Oui, tout à fait. Ah ben, quelle autorité touchée, selon vous, lorsque on achète un produit défaillant ou lorsqu'on fait face à un arnaqueur qui se dit vendeur en ligne? D'accord. Avant d'aller vers l'autorité, je vais donner un petit conseil à nos téléspectateurs qui, moi aussi je le fais, qui s'adonnent à la vente en ligne, qu'elle soit classique ou celle que nous voyons maintenant à travers les réseaux sociaux. Oui. Il est mieux de privilégier les personnes morales que les personnes physiques comme cybervendeurs. Lorsque vous achetez des produits d'une entreprise qui est normalement enregistrée, vous faites des recherches sur cette entreprise, même si c'est en ligne, et que vous ne recevez pas votre commande, vous avez des preuves et la possibilité d'aller vers les autorités avec le numéro IFU et autres. Maintenant, il y a plus de facilité pour retrouver des personnes morales que des personnes physiques qui ne veulent pas se faire voir. Ça, c'est vrai. Donc, on n'y pense souvent pas. Voilà, c'est plus indiqué d'aller vers les personnes morales que les personnes physiques. Maintenant, en cas de contentieux avec un cybervendeur qui vous aurait arnaqué, parce que si vous convenez du prix d'un produit, des caractéristiques d'un produit, et que le produit vient ne respecte pas ces caractéristiques, ou que le produit ne vient pas alors que vous avez déjà payé, vous êtes en situation d'arnaque. Ça n'a pas un autre nom. Lorsque vous vous retrouvez en contentieux, la première autorité vers qui vous vous adressez, c'est le commissaire ou le commissariat, je dirais, de votre localité. C'est vrai qu'il y a l'OCRC qui a changé de nom, on en viendra tout à l'heure, dans les départements, mais nous n'avons pas la possibilité ici et maintenant de donner les contacts dans les différentes zones où l'OCRC est implanté. Donc, si vous allez au commissariat de police de votre localité, vous expliquez que vous avez acheté un produit en ligne, voilà les références de l'entreprise et que vous n'avez pas reçu votre commande ou que vous n'arrivez plus à joindre le cybervendeur parce que le produit ne respecte pas les caractéristiques de ce que vous avez commandé. Ils pourront vous orienter vers les services compétents ou traiter du cas et vous donner satisfaction. Donc, la première autorité vers qui s'approcher, c'est le commissariat de votre localité. Vous pouvez être orienté. D'accord. Au-delà de cela, il y a maintenant le Centre national d'investigation numérique, CNIN, qui a aussi des démembrements. C'est ça qui a remplacé les directions et autres de l'OCRC. Notons que c'est le 29 novembre 2023 que le gouvernement a décidé de renforcer sa lutte contre la cybercriminalité en créant ce centre en remplacement de l'OCRC. Parce que ce centre a plus de prérogatives que l'OCRC en matière technique pour retrouver, par exemple, des cybercriminels ou des arnaqueurs en ligne qui auraient disparu, pour faire des investigations en ligne et autres. Voilà. Et les cas graves de non-respect de contrat, je dirais, de vente en ligne, parce que lorsque vous convenez avec quelqu'un d'acheter quelque chose et que le produit ne vient pas, c'est que le contrat n'a pas été respecté. Donc, lorsque c'est des cas graves, beaucoup d'argent et que vous êtes à Cotonou ou même hors de Cotonou, vous pouvez toujours contacter l'OCRC à travers le site internet. Je parle de l'OCRC, non. La CNIN, voilà. C'est une nouvelle structure. C'est normal. Hein, ça va rentrer dans nos usages. Ça va rentrer dans nos usages. Vous pouvez vous rapprocher de cette structure et les services compétents sont là pour faire des investigations et vous donner satisfaction. Merci beaucoup, Emmanuel Arekpazo. Ben voilà, certains citoyens sont peut-être dans le cas actuellement. Voilà donc des dispositions que vous pouvez prendre pour obtenir, peut-être, il faut le dire, gain de cause. Il faut quand même faire la démarche. Nous vous invitons à mener la démarche, à nous dire si ça a porté ou pas via nos réseaux sociaux et WhatsApp 97 41 42 67. Et ce sera tout pour la rubrique participation citoyenne. Emmanuela, merci pour votre
passage. Merci, ma très chère heureuse. Mesdames et messieurs, nous installons notre expert en changement de mentalité. Nous allons parler du vrai amour avec notre expert en changement de mentalité, Ghislain Agbeti. Qu'est-ce que le vrai amour vient chercher d'un changement de mentalité? Nous verrons son contenu tout à l'heure. Monsieur Agbeti, bonsoir. Oui, bonsoir heureuse. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que l'amour et quelles en sont les caractéristiques? Oui, je peux déjà commencer par dire que l'amour est un sentiment très intense ou un attachement. Un sentiment très intense. Oui, ou un attachement englobant la tendresse ou l'attirance physique entre deux personnes. Okay. Ça, c'est selon le dictionnaire Larousse. Et ce sentiment est ce dont nous avons besoin pour une vie épanouie. Et lorsqu'on parle de l'amour, en général, chacun a son opinion et son point de vue par rapport à l'amour. Et comme le dit un livre saint, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc là, nous pouvons voir que le vrai amour implique une grande responsabilité de sacrifice. Okay. Le vrai amour est patient. Il ne cherche point son intérêt. Il nous conduit, le vrai amour nous conduit à servir sans attendre une compensation. Il ne soupçonne point le mal. Il croit tout. Il supporte tout en acceptant les manques et les faiblesses de l'autre. Il ne périt jamais. Tout dans ce monde se détériore avec le temps. Mais le vrai amour reste intact. Il ne s'éteint pas. Si l'amour s'éteint, alors ce n'est plus le vrai amour. Mais c'est un amour conditionné. Donc, si c'est réellement le vrai amour, puisqu'il n'est pas conditionné, donc nous pouvons voir que cet amour ne change pas d'état avec le temps. Donc il demeure le même. Par exemple, les parents, au nom de l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, ils font tout pour leurs enfants. Ils se sacrifient pour leurs enfants sans espérer quelque chose en retour. Ouais. Ils se sacrifient pour voir leurs enfants réussir à cause de l'amour qu'ils ont dans leur cœur pour leurs enfants. C'est ça. De même, quand nous regardons aussi celui qui aime vraiment son pays, cette personne donne sa vie. Cette personne donne sa vie pour son pays. Cette personne se sacrifie, il sacrifie même ses propres intérêts au détriment des intérêts du pays. Vous voyez? C'est ça. Donc, le vrai amour nous amène à faire passer les autres avant nous. Et ce vrai amour est ce dont les nouveaux types de citoyens ont besoin pour rendre leur entourage heureux et aussi contribuer au développement de la nation. Alors là, le vrai amour, il est puissant. Oui, il est vraiment puissant. Mais je vous assure que celui qui se sacrifie pour les autres reçoit un honneur au-dessus de tout. Cette personne reçoit un honneur au-dessus de tout. Et je pense que c'est pour ça que nous parlons toujours de Thomas Sankara, de Béhanzin, de Nelson. Effectivement. Donc, les vrais héros sont ceux qui font passer l'intérêt des autres avant les leurs. Oui. Vous voyez. Donc, ce que je peux ajouter est que quoi? Celui envers qui le vrai amour est manifesté, cette personne est remplie de reconnaissance et de gratitude. Que ce soit envers nos proches, que ce soit envers notre nation, nous devons tous cultiver le vrai amour. Mais voilà, où est-ce que vous vous retrouvez à l'instant là même, lorsqu'on parle du vrai amour? Est-ce que vous vivez un couple ou père-fils, mère-fille, mère-fils, père-fille? Est-ce que c'est le vrai amour? Parce qu'on a dit le vrai amour est inconditionné et ça ne change jamais. Qu'en est-il? Je vous laisse répondre où vous êtes. Et ce sera tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. Merci pour votre attention. On va se dire à très bientôt. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur WhatsApp 97 41 42 67.